Ce matin, on vous propose un petit déjeuner qui est dans la continuité de ce que nous avons déjà amorcé dans le cadre de la chaire gouvernance et régulation, c'est-à-dire une réflexion sur le financement de la transition énergétique et de la transition climatique, au travers d'un premier petit déjeuner qui avait eu lieu déjà il y a un peu plus d'un an sur la taxonomie, je crois, Marie-Hélène. Et donc ce petit déjeuner taxonomie avait lancé un peu un cycle de réflexion autour donc du financement de la transition énergétique. Depuis, comme vous le savez tous, mais nos intervenants vont nous le rappeler, il y a un certain nombre de textes qui sont parus, et notamment évidemment pour mettre en œuvre ce fameux reporting extra-financier qui découle de l'application effectivement de la taxonomie. Et l'idée aujourd'hui, un an et demi après les premières discussions que nous avons eues sur la taxonomie, c'est de regarder un petit peu comment, au travers des différents textes que nos intervenants vont vous rappeler, comment se met en place. Et aujourd'hui, on va plutôt parler des banques et des acteurs de la finance plutôt que des entreprises, mais comment se met en œuvre dans ces entreprises elles-mêmes ces textes et le reporting extra-financier sur le financement de l'économie durable ou en voie de le devenir, puisque par définition, effectivement, financer la transition, c'est accompagner les entreprises vers la durabilité ou dans leur programme de décarbonation, et ce n'est pas simplement se limiter à ne financer que ce qui est durable, parce que ce qui est durable, j'avais assisté à un colloque de l'AMF qui m'avait beaucoup frappé au début de la mise en œuvre de la taxonomie, dans laquelle l'AMF disait que dans les fonds ESG souvent marketés par les différents financeurs de la place, seuls 4% des produits présents dans ces fonds étaient véritablement alignés, comme on dit, c'est-à-dire conformes à la taxonomie. Donc ça veut dire que l'économie réelle produit 4% de produits durables, en réalité, que donc, sauf à arrêter d'investir dans l'économie, il faut effectivement accompagner les entreprises sur le chemin de la durabilité. Alors, pour rentrer dans cette réglementation et pour voir comment elle impacte la gouvernance, en attendant qu'elle impacte le bilan des banques. On a trois invités de marque, donc Pierre-Alix Binet, par lequel je vais commencer. Je ne veux pas me tromper sur votre titre. Donc vous êtes responsable des affaires institutionnelles et réglementaires de la Banque Postale. Valérie de Rambure, qui est directrice RSE de la BPCE. Donc je leur donnerai d'abord la parole pour qu'ils nous fassent part et pour qu'ils partagent effectivement avec nous ces modalités effectivement de mise en œuvre. Et comme c'est bien normal, on terminera par Anne de Martigny, parce que le dernier mot revient toujours au régulateur, vous le savez, donc qui représente ici l'autorité des marchés financiers, qui est économiste à la division des études stabilité financière et risque. Donc cette réglementation sur le reporting extra-financier, alors risque ou opportunité, voilà, si je peux me permettre de vous passer la parole. Donc chacun a une vingtaine de minutes pour qu'ensuite on ait le temps d'avoir une discussion avec la salle. Bien, merci pour votre invitation. Effectivement, je suis donc Pierre-Alix Binet, je travaille à la direction de l'engagement citoyen de la Banque Postale en tant que responsable des affaires institutionnelles et réglementaires. Donc vous avez bien dit mon titre. Merci beaucoup. Je voudrais commencer le propos par dire que les acteurs financiers et de surcroît les banques passent d'une approche en deux dimensions avec l'approche classique rentabilité-risque à une approche en trois dimensions en intégrant l'impact, donc avec le risque, la rentabilité et l'impact. Et c'est une articulation assez fine à opérer au sein des organisations parce que on ne doit surtout pas opposer les notions entre elles. Donc pour l'instant, je suis assez conceptuel, mais tout ça a une dimension très, très opérationnelle. Et donc, les acteurs financiers, les banques, ont besoin de référentiels, d'un cadre que la réglementation doit apporter. Et c'est tout l'enjeu du petit déjeuner, j'imagine, ce matin, de décrypter un peu cette réglementation qui arrive très vite, qui arrive avec plein de textes très différents, et que l'on doit décrypter dans les organisations. Et c'est notre rôle à nous, Valérie de Rambure et moi, dans nos organisations respectives, d'accompagner
les métiers au sein de notre organisation pour décrypter et faire en sorte que la réglementation soit la plus efficace et la moins douloureuse possible. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à la Banque Postale, on a commencé par des choix de gouvernance. Donc, on a établi un plan stratégique qui a pour horizon la transition juste. On a défini notre raison d'être qu'on a intégré dans nos statuts. Tout ça est parti d'un ADN citoyen, hein, on bénéficie on a une mission de service public qui nous est déléguée par La Poste et qui elle-même a 4 missions de service public déléguées par le législateur, donc cette mission d'accessibilité bancaire. J'y reviendrai si vous le souhaitez par les questions, mais ce n'est pas l'enjeu de ce petit déjeuner. Donc on a cet ADN citoyen, et puis il nous semblait important de formaliser un cadre de gouvernance, et on a fait le choix le choix d'un cadre défini par la loi Pacte, et on est devenu société à mission en février 2022. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne les quelques éléments de cette loi Pacte qui est assez peu bavarde, et qui nous donne finalement pas le mode d'emploi pour devenir entreprise à mission, mais nous donne les éléments minimaux pour avoir un cadre clair. Donc c'est de définir une raison d'être qu'on intègre à nos statuts, définir des objectifs environnementaux et sociaux qui sont dans nos statuts aujourd'hui à côté de nos objectifs de rentabilité. Donc c'est ça l'entreprise à mission, c'est d'avoir des objectifs environnementaux et sociaux à côté d'objectifs de rentabilité, et de choisir un comité de mission qui réalise un suivi quotidien, tout au long de l'année plutôt, sur la bonne réalisation de ces objectifs. Donc on a choisi, en ce qui nous concerne, 14 indicateurs qui balayent tous les différents secteurs, différents métiers de la banque et de nos filiales pour savoir si on a bien en fait réalisé nos objectifs. Et à cela se pose un double contrôle, celui de l'auditeur, l'organisme tiers indépendant qui va réaliser un audit. Alors, ça, c'est le cadre. Maintenant, je vous donne le regard de l'intérieur. Il y a assez peu de grandes entreprises. Il n'y a que 14 grandes entreprises pour l'instant qui ont adopté ce statut, cette qualité de société à mission, sur un peu plus de 1000 aujourd'hui en France. Donc, ça reste non pas confidentiel, mais on va dire au début d'une grande dynamique, pour rester positif. Nous, au départ, on a besoin d'un référentiel, d'un cadre, donc on a besoin de la réglementation. On choisit un cadre défini par la loi Pacte, on le met en place, et on s'aperçoit que peu de gens savent ce que c'est vraiment la société à mission. Ça ne nous aide pas à avoir plus de clients, en réalité. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas le mesurer. Mais ça nous aide à transformer les métiers de l'intérieur. Et ça, pour le coup, lorsqu'on a un comité de mission avec, dans ce qui nous concerne, 18 personnes, avec nos actionnaires, avec des personnalités extérieures qualifiées sur le sujet de finances durables, quand on a un auditeur qui fait le suivi avec nous de la transformation de sujets précis dans la banque, effectivement, là, ça nous donne de la légitimité à nous, direction RSE, nous on s'appelle direction de l'engagement citoyen, pour transformer les choses, puisqu'on intègre dans notre processus de risque, dans notre risk appetite statement, par exemple, dans notre politique des risques en général, ces indicateurs qui sont suivis maintenant par tous les métiers. Donc, le cadre de l'entreprise à mission, pour l'instant, est assez concluant. Donc, on a aussi une direction d'engagement citoyen dont je vais vous parler, qui a été créée il y a 2 ans. On est 25 aujourd'hui. On est rattaché directement au PDG, au président du directoire de la Banque Postale. Et notre directrice est au COMEX. Donc, on a, pour vous dire voilà, le changement, le petit choc de gouvernance sur les sujets finances durables aujourd'hui dans la banque. En ce qui concerne la Banque Postale, on a une transformation sur ce sujet-là. Donc, tout ça, c'est pour suivre en fait cette réglementation finance durable qui s'étoffe, qui était déjà dense au niveau français, mais qui maintenant devient très dense au niveau européen. J'avais prévu de parler des CFDR par exemple et vous donner un petit retour d'expérience sur le sujet de cette mise en œuvre. SFDR, juste pour rappeler, donc c'est un règlement européen qui a été adopté le 27 novembre 2019. Donc
à la fois très récent et très loin dans le calendrier feuille de route finance durable que nous connaissons. SFDR, c'est un règlement relatif à la publication d'informations en matière de durabilité sur le secteur des services financiers. Donc, en résumé, ce sont des règles harmonisées de transparence à 2 points de vue, au niveau de l'entité, au niveau des acteurs et au niveau des produits. En ce qui concerne les acteurs, donc le périmètre est très simple. Donc, c'est toutes les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des OPCVM, tous les fonds d'investissement alternatifs, et toutes les organismes qui assurent le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. C'est la première catégorie d'acteurs concernés. Ensuite, on a toutes les compagnies d'assurance qui gèrent des produits d'investissement, qui proposent des produits d'investissement. Puis on a tous les organismes qui proposent des produits de retraite, liés aux retraites. Donc ça, c'est les 3 grandes catégories pour le périmètre. Au niveau des entités. Et donc, au niveau donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ces acteurs-là doivent définir une politique. Sur quoi? En fait, ce sont des règles de transparence sur l'intégration des risques de durabilité dans les procédures, dans les processus de décision et d'investissement. Ça, c'est la première grande partie de la politique. Et la deuxième grande partie de la politique que doivent mettre en place tous les acteurs que je viens de mentionner, ce sont toute la prise en compte des incidences négatives dans la politique d'investissement sur les facteurs de durabilité. Donc ça, c'est les 2 grands volets. Cette politique, elle doit être sur les sites internet des entités concernées. Et donc voilà, pour l'instant, c'est la moitié de la réglementation SFDR, c'est ça. Sur les produits, vous connaissez les articles 6, 8, 9, donc je n'y reviens pas, mais bon, sur les caractéristiques ESG pour l'article 8, sur les objectifs ESG pour l'article 9, je vais vite. Mais donc, on a sur les 2 volets que je viens de mentionner, sur à la fois la prise en compte des incidences négatives et sur l'intégration des risques en matière de durabilité, c'est ça aussi qu'on doit renseigner pour les produits, notamment article 8, article 9. Donc ça, c'est un cadre, c'est pas une procédure de labellisation, c'est simplement un cadre que les acteurs financiers doivent respecter aujourd'hui en tant que producteurs et distributeurs. Et là, le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est pour avoir piloté cette mise en œuvre pour le groupe et la Banque Postale, c'est ce qui a été difficile pour nous, c'est de mettre autour de la table tous les producteurs et les distributeurs du groupe. La particularité du groupe La Banque Postale, c'est qu'on est en architecture fermée. On a la Banque Postale et ses 19 filiales. On a donc mis en place une gouvernance de projet, avec comme producteur CNP Assurance, notre filiale Assurance, notre banque privée, notre asset manager LBPAM, notre banque de financement et d'investissement, notre CIB, et ensuite tout le côté distributeur, c'est-à-dire le réseau, donc notre direction marketing, notre banque privée qui est aussi distributeur. Et donc, on a dû s'entendre sur une façon de fonctionner, comment on classifie l'offre, comment on crée une classification harmonisée au sein du groupe. On n'y est pas encore et ça fait 1 an et demi que ça dure, pour être tout à fait honnête. Et côté distributeur, et c'est là où je rajoute une brique, c'est celle de MiFID II, qui nous demande depuis le 2 août dernier, depuis le 2 août 2022, de définir un profil de durabilité des clients. Donc ça, c'est assez révolutionnaire, en tout cas sur le papier pour l'instant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs, lorsque vous allez voir votre conseiller financier, il a l'obligation de vous demander, de vous poser un certain nombre de questions définies par la réglementation, qui va permettre de définir un profil de durabilité en plus du profil de risque. Donc, vous allez donc avoir le profil de risque, ça vous connaissez, je pense, et ensuite vous allez avoir un profil de durabilité, et votre conseiller financier va devoir vous proposer des produits financiers, des arbitrages sur votre assurance vie par exemple, qui doivent correspondre au cadre défini par ces deux profils. Donc tout ça, ça se construit parce qu'on doit poser des questions qui doivent bien respecter la réglementation. Il a fallu décrypter cette réglementation qui
en fait a évolué. Comme vous connaissez la réglementation européenne qui ne fonctionne pas de la même façon que la réglementation française et qui a évolué au fur et à mesure avec des lignes directrices des différents ESA, donc les différents superviseurs européens qui nous donnaient des directions parfois complémentaires, parfois non. Et donc on a dû décrypter la réglementation. On a dû faire correspondre aussi les questions aussi à il faut que les questions correspondent à l'offre qu'on est capable de donner, ou pas. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on sache. Et ensuite, tout l'enjeu énorme de formation des conseillers, parce que le réseau de la Banque Postale, c'est environ 30 à 35 000 personnes sur le territoire, au niveau français. C'est autant d'enjeux de formation pour expliquer ce qu'est la taxonomie à mes collègues de la direction de l'engagement citoyen. Voilà, on a mis quelques temps. Pour un client lambda, vous imaginez l'enjeu. Alors pour être capable d'expliquer correctement, c'est-à-dire qu'il faut déployer des programmes de formation assez conséquents. Donc voilà, ça c'est SFDR MiFID II. On est aujourd'hui dans cette mise en œuvre. Je reviens si vous avez des questions par la suite. Parce que vous m'avez demandé aussi de parler du devoir de vigilance. Donc là, on dépasse finalement cette stratégie européenne de finances durables qui posait un 3 piliers, taxonomie, transparence, et puis les 3 grands premiers règlements, c'était le règlement benchmark, et disclosure et taxonomie. Vous connaissez l'évolution. Là, on dépasse ce cadre initial pour le devoir de vigilance, qui est un cadre réglementaire qui est en train de se définir. On parle beaucoup de la prise de conscience du Rana Plaza en 2013, de la loi française, la loi Potier en 2017, des différentes lois européennes qui ont émergé d'abord sur toutes les chaînes d'approvisionnement. En Allemagne, c'est la loi 2021, aux Pays-Bas, c'était sur le travail forcé des enfants en 2019. Et puis le cadre européen qui va arriver. On est en période de trilogue, il me semble, pour avoir une adoption l'année prochaine. Sur la loi française, on a une loi qui est quand même la plus exigeante pour le moment, avec qui a été adoptée en 2017. Le périmètre, il est assez simple, hein, c'est toutes les sociétés qui sont immatriculées en France, qui ont 5000 salariés lorsque l'activité est en France. Et lorsque le siège n'est pas en France, mais à l'étranger, le seuil est à 10 000 salariés. Ça, c'est pour le périmètre. Ça concerne tout ce ça concerne 3 objets qui sont liés. Hein. C'est l'environnement, la sécurité et la santé des personnes, et tout ce qui est droits humains et libertés fondamentales. Ça, c'est pour le périmètre. Sur les sanctions, peut-être, plutôt sur le contenu, d'abord. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un plan de vigilance. Un plan de vigilance, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir définir des risques par rapport aux 3 objets que je vous ai mentionnés. C'est donc d'établir une cartographie des risques, d'établir une procédure d'action, plutôt définir des actions pour atténuer ces risques, tous les risques qu'on a identifiés dans cette cartographie, définir un mécanisme d'alerte au sein de la gouvernance, et puis un mécanisme de suivi pour pouvoir voir si au sein de l'organisation, les actions sont efficaces ou pas. Et tout ça, définir ça dans un plan de vigilance qui doit être mis en œuvre et qui doit être transparent, donc publié. Le plan transparent doit être publié, et les comptes rendus pour le suivi de réalisation de ce plan doivent être aussi publiés. C'est ça ce que demande la loi. Peut-être préciser, pour ceux qui ne sont pas totalement familiers de cette réglementation, c'est que dans le règlement taxonomie, la durabilité, elle est définie par rapport effectivement à l'atteinte d'objectifs environnementaux, mais elle exige aussi le respect d'un certain nombre de règles de type social, et que effectivement la réglementation vigilance au travers du plan de vigilance permet de satisfaire en fait ce critère. C'est par là que se fait effectivement le pontage, et les premières entreprises victimes des premiers procès d'activistes, Total Energy pour ne citer qu'elles, on le voit très bien, sont attaquées
d'abord sur évidemment la publicité mensongère, mais aussi en ce moment devant le juge sur la méconnaissance effectivement des obligations de la réglementation vigilance. Donc on voit que c'est deux points effectivement qui exposent les entreprises à risque juridique. Et juste pour terminer là-dessus, donc par exemple sur l'exemple de Total Énergie qui avait été mise en demeure dans le cadre de la loi de vigilance, on voit qu'on est sur un cadre réglementaire qui est encore en train de se construire, puisque quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, donc les demandeurs ont été déboutés. La loi, le tribunal judiciaire s'est prononcé non pas sur le fond, mais toujours sur la loi elle-même, en disant que le cadre n'était pas assez précis, etc. On est tout de même allé en référé. Donc, comment l'analyse, aucune affaire n'a été jusqu'au bout avec cette procédure de loi de vigilance. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une judiciarisation progressive des enjeux RSE. C'est ça qu'on peut voir, et qu'il y a une réelle volonté des législateurs européens, du législateur européen, pour parfaire ce cadre réglementaire, et donc c'est CS3D qui arrive en 2024. À la Banque Postale, on est, nous, LBP SA, donc c'est la société en elle-même, la Banque Postale, on n'est que 3500, donc on est en dessous du cadre de la loi, mais on est quand même, on répond à la loi par La Poste, qui est dont on est la filiale. Donc, on a mis en place une gouvernance, en fait très récemment, pas du tout depuis 2017, depuis très peu de temps, une gouvernance en lien entre donc, la direction de l'engagement citoyen et la direction de la conformité, pour faire le lien avec nos filiales, notamment CNP, qui est la plus grosse filiale, et pour pouvoir faire remonter à la maison mère tous les risques identifiés pour alimenter le plan de vigilance de la Poste. Donc cartographier les risques, regarder la chaîne de valeur, quels sous-traitants quels sont les risques au sein de nos sous-traitants. Donc tout ça, c'est une gouvernance qui s'est mise en place et qui nous demande beaucoup d'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit comment ces réglementations, alors évolutives, hein, c'est l'une des difficultés du sujet, bouleverse effectivement la gouvernance interne, et c'est vrai que quand on discute avec ces entreprises financières, on voit bien que c'est un sujet totalement transversal. Valérie va nous dire comment effectivement cette transversalité impacte aussi l'organisation du groupe BPCE, puisqu'on a comme interlocuteur, quand on parle de ces sujets, pas seulement le directeur juridique, pas seulement le directeur des risques, pas seulement le directeur financier, mais aussi le directeur RSE, et puis le directeur de la communication, hein, puisque effectivement, au travers de la judiciarisation effectivement de ces sujets, eh bien, on a un gros enjeu de ne pas faire de publicité mensongère quand on vante un certain nombre de produits. Donc, on voit bien effectivement que cet impact n'est pas concentré dans l'entreprise, mais suppose un véritable bouleversement. Donc, comment ça se passe chez BPCE? Est-ce que vous avez fait les mêmes choix que ceux qui ont été faits par Banque Postale, des choix différents? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui. Vous m'entendez? Oui. Donc moi, je suis directrice RSE, donc je suis aussi rattachée directement à Nicolas Lamias, le président directeur du groupe. C'est un poste qui a été créé récemment, hein, qui a été créé il y a 2 ans et demi, avant cette période, avant ma nomination, avant la création de ce poste. En fait, les RSE étaient très décentralisés. Il y avait des directions RSE dans les différentes entités du groupe, mais il n'y avait pas cette entité unique qui est garante. Donc mon job, c'est de piloter la mise en œuvre de la stratégie RSE du groupe, et notamment dans cette stratégie RSE, tout le volet transition environnementale. On a comme axe stratégique d'être un acteur majeur de la transition environnementale. Ça signifie, accompagner tous nos clients dans leurs propres enjeux de transition, et 2, ce grand enjeu d'aligner nos portefeuilles sur une trajectoire net zéro. Je reviendrai dessus. Deuxièmement, dans la stratégie RSE, c'est bien entendu toute la stratégie d'être une entreprise responsable nous-mêmes, donc être un employeur responsable, d'avoir des achats responsables, d'avoir un immobilier responsable, j'en passe des meilleurs. Et la troisième stratégie RSE, c'est tout ce qui est accompagner la société civile
dans nos territoires, ce qu'on a toujours fait, hein, c'est dans l'ADN de nos maisons, de nos groupes coopératifs, donc c'est toutes nos actions de mécénat, de solidarité, on est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça, c'est ma première mission, piloter la stratégie RSE du groupe et qu'elle soit cohérente au travers des différentes entités du groupe, et elles sont nombreuses, avec des métiers extrêmement différents. Ma deuxième mission, c'est de m'assurer de la mise en œuvre des réglementations de finances durables. Je pense que ça prend à peu près 70 à 80% de mon temps aujourd'hui, ce sujet-là. Ma troisième mission, c'est tout ce qui est la gestion de la communication extra-financière, donc la DPF et bientôt la CSRD dont on va reparler. Et ma quatrième mission, c'est, pour répondre à votre question, c'est de piloter finalement ce qu'on appelle le programme ESG chez nous. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je suis arrivée au bout d'un an, en fait, il y avait des réglementations qui arrivaient et on me disait oh non, mais MIF2, enfin, dès qu'il y avait marqué ESG, c'était moi. Moi, j'étais un peu toute seule au début, j'avais une toute petite équipe. Toutes les réglementations, elles arrivaient chez moi. Insérer les critères ESG dans la politique de risque, en fait. Ben, c'était quand même ESG. Enfin, tout ce qui était topé ESG, c'était moi. Alors qu'en fait, l'ESG, c'est l'affaire de tous. Donc, au bout d'un an, je me suis dit, non, mais là, je ne vais pas y arriver. Donc, je vais leur expliquer à tous les membres du CDG, qu'ils sont tous concernés par mon sujet. Et donc, on a monté un programme. En fait, on a cartographié tous les sujets qu'on devait adresser. Les sujets de business, comment on accompagne nos clients, la nouvelle offre, la formation des conseillers, etc. Les sujets d'alignement des portefeuilles, donc là où je suis plus en lead, les sujets risques, les sujets réglementaires, les sujets de communication. On a cartographié tous les sujets. Et à la fin, j'ai nommé un pilote par sujet et tous les membres du CDG se sont retrouvés pilotes d'au moins un sujet. Normal, parce qu'en fait, c'est complètement transversal. Donc, se sont retrouvés pilotes d'au moins un de ces sujets. Et en fait, on fait un suivi de ce programme tous les mois en CDG. Et chaque membre du CDG vient rendre compte de l'avancée de ces sujets. Donc ça, c'était super important. Et je vois vraiment une montée en compétences, en puissance de ces membres du CDG qui maintenant, vous voyez, on dit, voilà, c'est ça finalement, c'est faire de l'ESG que ça soit l'affaire de tous. Et vraiment, maintenant, ça devient l'affaire de tous. Et on commence, je pense qu'on monte en maturité et qu'il y a des sujets qui étaient portés par la direction RSE qui deviennent de plus en plus portés par des autres directions. Par exemple, la communication extra-financière, tout le reporting extra-financier, la déclaration de performance extra-financière qui va bientôt devenir la CSRD, eh bien ça, c'était un document qui était complètement porté par la RSE. Et puis même qui était porté par la RSE, et puis les contributeurs, c'était des bénévolents au sein de l'organisation, un peu illuminés de la RSE, donc qui étaient passionnés, mais vous voyez, c'était pas forcément structuré comme une information de qualité au moins aussi importante que la qualité, que l'information financière. Je pense que c'est en train de le devenir, et la CSRD va vraiment ancrer ça, avec le caractère auditable des informations qui vont être dedans, normalisées, etc. Et là, vous voyez, on a des réflexions en ce moment en disant, mais finalement, cette DPEF, et du coup plutôt la CSRD, elle va être portée par la direction financière parce qu'elle devient de qualité financière. L'information les process d'alimentation du sein doivent être de qualité financière, les KPI qui y sont, ils doivent être traçables, auditables, absolument normés. Donc on doit vraiment avoir une information extra-financière qui vient de qualité financière. Donc ça pour vous dire que nous, peu à peu, vraiment tout le monde, là ça devient le sujet de tout le monde, le ESG, et c'est mon combat quotidien. Pour revenir maintenant sur les quelques réglementations là, sur lesquelles vous m'avez demandé de parler, donc, et sur les difficultés d'implémentation que l'on rencontre. Donc j'ai prévu de vous parler un peu de la taxonomie, même si vous en avez déjà parlé, mais voilà concrètement comment on la vit, nous, la taxonomie. Donc, vous savez, la taxonomie, c'est cette réglementation qui vous permet de dire si une activité est verte ou pas verte, d'être durable. Donc, pour l'instant, la taxonomie, c'est une taxonomie environnementale, donc c'est verte ou pas verte. Donc ça, vraiment, pour nous, c'est super utile, la taxonomie. Je veux vraiment dire ça, c'est qu'on a besoin de ce dictionnaire qui nous dit ce qui est vert ou pas vert, parce que sinon, c'est un sujet d'interprétation. Et à chaque fois que c'est pas clair, nous, notre plus grand problème aujourd'hui, c'est ça, c'est de normaliser, ça fait partie de ma mission aussi, c'est de normaliser ce qui est
un financement vert de ce qui n'est pas un financement vert, un investissement durable de ce qui n'est pas un investissement durable, un produit durable de ce qui n'est pas un produit durable. Si vous n'avez pas une réglementation qui vous explique vraiment de manière très claire ce que c'est, et ben c'est sujet à interprétation. Et donc, vous voyez, moi, dans un groupe là, dans mon groupe, avec tous ces métiers, toutes ces entreprises, et ben déjà, un challenge, c'est que chacun interprète de la même manière. Donc, je leur interdis. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Donc, on a mis en place un comité de méthodologie de finance durable pour être sûr que personne ne se fait sa petite interprétation dans son coin, parce que je pense que le plus grand danger, c'est qu'on ait des interprétations différentes au sein du groupe. Si on a la même interprétation, enfin, je pense qu'on ne dirait pas la même. Si on a la même interprétation, on documente pourquoi on a interprété ça de cette manière. On peut se tromper, mais on ne pourra pas nous le reprocher. Et on est transparent, on explique qu'on l'a interprété de telle manière. Ben, on peut se tromper, et on se trompe des fois, mais on ne pourra pas nous le reprocher. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Mais si chacun, de son côté, a une interprétation différente, là, ben oui, là, on est ridicule, voilà, on n'est pas crédible. Donc ça, c'est vraiment important. Donc cette taxonomie, elle est super importante. Mais par contre, cette taxonomie, qu'est-ce qu'elle est compliquée, d'accord? Qu'est-ce qu'elle est compliquée? Il y a énormément de critères, etc. Il faut vraiment être super expert pour l'appliquer. Et puis, elle est très limitée, parce qu'elle est très un peu radicale, vous voyez, entre ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Et donc, en fait, aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des produits qu'on dit durables. Les produits durables aujourd'hui ne sont pas les produits alignés sur la taxonomie. Et ça, c'est confusant. Ça, c'est confusant pour nous, c'est confusant pour les clients. Et pourtant, c'est important, vous l'avez dit aussi, c'est important qu'on puisse financer la transition. Parce que si nous, les établissements financiers, on ne finançait que les activités qui sont déjà alignées sur la taxonomie, ça veut dire qu'on ne financerait pas toute la transition et tous les besoins de financement des entreprises ou même des clients. Par exemple, on ne pourrait pas financer la rénovation d'un bâtiment. Un bâtiment qui doit être rénové. Donc ça, c'est très contraignant pour nous. Et aujourd'hui, les sujets sur lesquels on peut être attaqué, justement, nous les banques, parce qu'on est vraiment sous le feu du regard de tout le monde. Et les sujets sur lesquels on peut être attaqué, c'est justement les sujets où il y a des marges d'interprétation. Et sur la transition, il y a vraiment des marges d'interprétation. Quand on accompagne, je ne vais pas prendre l'exemple d'un pétrolier, mais quand on accompagne un cimentier, c'est plus safe, un cimentier qui, aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une activité extrêmement carbonée. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des technologies pour décarboner le ciment. Quand on accompagne un cimentier très carboné pour qu'il fasse tous ses investissements pour décarboner sa production de ciment, est-ce qu'on est... Donc, c'est qu'on n'est clairement pas dans une activité avec la taxonomie, et pourtant, c'est comme ça qu'on va agir en faveur de l'environnement. C'est ça notre mission. Et ça, eh ben, c'est sujet à interprétation. Et comme c'est sujet à interprétation, eh ben, voilà, c'est sujet à critique et c'est très inconfortable aujourd'hui pour nous les membres. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Aussi, dans la taxonomie, l'année dernière, pour la première fois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a énormément parlé du Green Asset Ratio. Le GAR. Le Green Asset Ratio, c'est un indicateur que les entreprises doivent calculer et les banques doivent calculer. Et donc, une entreprise, elle va calculer ses activités qui sont... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais... Parce qu'au début, c'est éligible avec la taxonomie, ensuite aligné avec la taxonomie. Donc, je vais juste parler d'aligné pour que ce soit plus simple. Elle doit calculer le rapport de ces activités qui sont alignées avec la taxonomie, donc dont les critères sont bien conformes aux critères de la taxonomie, sur le rapport de toutes ces activités. Ça, c'est ce que doit faire une entreprise. Ça lui donne son Green Asset Ratio, c'est-à-dire le pourcentage de ses activités qui sont alignées avec la taxonomie. C'est une information super importante. Elle doit le faire aussi sur son OPEX, sur son CAPEX, etc. Nous, les banques, on doit faire la même chose, mais pas sur notre activité, c'est sur les activités qu'on finance. Donc, ça veut dire qu'on doit, pour chaque financement, chaque bien que l'on finance, on doit regarder si cette entreprise qu'on a financée, quelle est sa quote-part alignée avec la taxonomie. Et donc, on doit récupérer cette information, premier enjeu, et pas des moindres, parce que personne ne l'a fait encore aujourd'hui. Hein. Donc, on doit récupérer cette information. Et autant les grandes entreprises, elles commencent à s'y préparer, autant pour les petites entreprises, je ne vous raconte pas le challenge que c'est. Donc, nous, on doit récupérer cette information.
Et ensuite, voilà, on doit calculer donc, le rapport des activités qu'on finance aligné avec la taxonomie sur le rapport total de nos activités. Premier problème, récupérer l'information. Deuxième problème, moi je trouve que ce green asset ratio, je me permets de le dire, il est assez mal fichu. Il est assez mal fichu parce que au numérateur, donc on va retrouver des activités alignées avec la taxonomie, mais uniquement pour les entreprises de l'Union européenne, en fait soumises à la DPE, donc uniquement pour les entreprises de l'Union européenne. Au dénominateur, vous avez toute votre activité. Donc, si vous êtes une banque qui financez que des grandes entreprises en Europe, ben en fait, finalement, vous avez des chances. Enfin, votre numérateur et votre dénominateur, c'est la même chose. Au dénominateur, vous avez des entreprises, des grandes entreprises financées en Europe, et au numérateur, vous avez des grandes entreprises alignées avec la taxonomie. Ça veut dire quelque chose. Mais si vous êtes une banque mondiale qui finançait plein d'entreprises ailleurs qu'en Europe, et ben, au dénominateur, vous allez avoir toutes les entreprises que vous financez, et au numérateur, ne seront que celles en Europe. Donc déjà, quand vous comparez le ratio de la BNP, par exemple, avec une autre, c'est pas comparable, parce que eux, ils sont beaucoup plus globaux que nous. Donc déjà, c'est pas comparable. Et enfin, si vous financez, comme nous, plutôt de l'activité retail, donc des particuliers ou des petites entreprises sur lesquelles on a beaucoup de mal à avoir cette information, et bien finalement, du coup, vous n'avez pas l'information, donc vous ne la mettez pas au numérateur, et donc vous êtes pénalisé. Donc voilà, je dis que ce ratio, il pose quand même des problèmes pour ça d'interprétation. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de réglementations en ce moment, et elles ne sont pas toujours convergentes. Par exemple, le green asset ratio, eh ben, il y en a deux, figurez-vous. Il y en a deux, ce serait tout simple qu'il y en ait qu'un. Il y en a un dans la taxonomie, et puis il y en a un dans pilier 3. Sauf que ce n'est pas les mêmes définitions. Donc comment voulez-vous vous y retrouver? Nous, je vous raconte même pas, mais enfin, vous, voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc ça, c'est pour vous dire les problèmes qu'on raconte sur la taxonomie. Autre chose, donc je parle de CSRD aussi, d'accord? Donc CSRD, c'est ce qui va remplacer la déclaration de performance extra-financière. Donc c'est tout le reporting extra-financier, pas seulement des banques, hein, des entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, hein, ce reporting extra-financier. Si on veut que cette information extra-financière elle devienne de qualité financière, c'est essentiel. On l'appelle tous de nos voeux. Le problème qu'on rencontre en tant que... Alors, déjà, les entreprises hein, qui sont nos clients, elles sont complètement affolées par rapport à cette réglementation qui arrive, parce que, contrairement aux banques, elles ne sont pas régulées comme ça, donc elles n'ont pas l'habitude de faire tous ces reportings. Que nous, voilà, on est quand même beaucoup plus équipés. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on est quand même beaucoup plus équipés pour produire ce genre de reporting. Donc, on voit quand même tous nos clients qui sont en mode panique sur l'implémentation de cette réglementation. Et nous, en tant que banque, le problème que ça pose, c'est que on va pas, là encore, on doit communiquer par rapport à ce que font nos clients. Donc en fait, on doit communiquer, donc on doit aussi récupérer l'information de nos clients pour pouvoir communiquer là-dessus. Et ça, c'est super, super compliqué. Et ce CSRD, il est quand même extrêmement, extrêmement riche. Il y a 1000 points de données à récupérer, des données qui n'existent pas aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'on va un peu vite, en fait. Autant je trouve que c'est vraiment important, autant je trouve qu'on va un peu vite et qu'il aurait été plus peut-être pragmatique de faire ça en plusieurs temps. Vous voyez, un phasing, c'est-à-dire que, par exemple, dans un premier temps, on aurait pu vraiment, je pense qu'il y a des réflexions un petit peu en ce moment sur ce sujet-là, se concentrer sur l'environnement, sur lequel on commence à avoir pas mal de données, alors sur le social, etc., on n'en a pas du tout. Donc, se concentrer sur l'environnement, et puis peut-être se concentrer sur le périmètre pour nous, les établissements financiers, ne reporter que sur les financements qu'on fait aux grandes entreprises et pas aux petites entreprises. Voilà, pour donner du délai, du temps au temps quand même, pour qu'on progresse avec sur un périmètre de gens qui sont plus équipés. Voilà, ça aurait été quand même plus important. Je me dis que ça peut arriver encore. Voilà, les textes ne sont pas encore passés, donc peut-être ça peut encore arriver. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Peut-être vous parler du devoir de vigilance. Peut-être vous parler du devoir de vigilance aussi. Donc effectivement, ce devoir de vigilance, comme vous l'avez dit,
il demande à chaque entreprise d'être vigilante sur ses activités, donc sur ses activités, ses employés, mais sur toute sa chaîne de valeur. Sur toute sa chaîne de valeur, ça veut dire, pour une banque, qu'elle doit être non seulement vigilante sur ses activités propres, mais sur les activités de ses clients. D'accord ? Et on voit qu'il y a des entreprises qui sont mises en demeure sur les activités, mais il y a de plus en plus de banques qui sont mises en demeure sur leur devoir de vigilance. Et quand elles sont mises en demeure sur leur devoir de vigilance, c'est parce qu'elles ont accompagné une entreprise dont on estime qu'il y a des choses à dire sur ce qu'elle fait dans ses activités, dans certains pays, etc. Et ça, c'est dur pour une banque d'être en mesure, et c'est ce qu'on nous demande, hein, d'être en mesure de suivre toutes les entreprises, toutes les activités de toutes les entreprises qu'on finance partout dans le monde. C'est pas évident. C'est un sacré équipement, enfin, une sacrée procédure à mettre en place pour être en mesure de faire ça. C'est pas du tout évident. Et voilà. Et avec des conséquences quand même super importantes. Et voilà. Et ce plan de vigilance, et sur le plan de vigilance, donc effectivement, il est très cadré la manière dont on doit communiquer. Et ça a été encore plus normé dans la CRCRD sur la manière dont on met en œuvre ce plan de vigilance, voilà, comment on cartographie nos risques, comment on atténue ces risques, comment on monitore ces risques, etc. Mais en fait, les banques aujourd'hui, elles sont attaquées sur la forme. Est-ce que le plan il est assez détaillé ou pas assez détaillé? Et là, on doit progresser, ça c'est indéniable, et la CSRD va nous permettre de progresser. Et le CS3D, là, il va y avoir aussi un plan de vigilance européen beaucoup plus exigeant. Donc tout ça, ça va nous faire progresser. Mais elles sont aussi attaquées sur le fond, c'est-à-dire est-ce que votre plan de vigilance il est assez ambitieux? Est-ce que, par exemple, on demande aux banques, arrêtez votre plan de vigilance, il doit prévoir que vous arrêtiez immédiatement de financer le pétrole et le gaz. Est-ce que, voilà, donc on est attaqué aussi sur le fond. Et est-ce qu'aujourd'hui, les banques, elles doivent arrêter, là on n'a pas forcément les mêmes vues, mais est-ce qu'elles doivent arrêter de financer le pétrole et le gaz? Et bien voilà, nous, on estime que non, on doit accompagner l'économie pour décroître dans cette décarbonation, mais arrêter aujourd'hui, c'est juste pas possible. Voilà, sinon on l'aurait fait avec la guerre en Ukraine. On saurait si on pouvait arrêter de se chauffer au gaz aujourd'hui. Donc non, oui, il faut accompagner cette décarbonation, oui, il faut accompagner tous les acteurs pour avoir des véhicules plus propres, des chauffages plus propres, des industries plus propres, etc. Mais arrêter du jour au lendemain, on n'est pas prêt. Donc voilà, et c'est ce que nous demande. Voilà. Donc, sur le plan de vigilance, on est attaqué sur la forme et on nous demande de prendre des positions comme ça qui nous paraissent être un peu prématurées. Merci beaucoup Valérie. Donc on va se retourner maintenant vers le régulateur, vers Anne. Donc ce qu'on peut dire effectivement, hein, vous l'avez compris à ce stade de la discussion, et Anne le sait déjà, c'est qu'on a une réglementation qui est foisonnante, on a une réglementation qui est évolutive, hein, parce que les textes, y compris la taxonomie, hein, est loin d'être terminée. On a une réglementation qui n'est pas autoporteuse, hein, puisque la taxonomie, elle renvoie à des critères techniques qui sont présents dans des directives de type RED 1, RED 2, RED 3. Donc, qui a déjà lu RED 3, viennent me voir, nous compatirons ensemble, hein, parce que pour déterminer, par exemple, si l'hydrogène que j'utilise est verte ou pas verte, il faut mettre en place une analyse technique qui est tellement complexe, hein, que je pense que le rédacteur de la Commission européenne qui a écrit RED, je ne suis pas sûre qu'il ait compris lui-même, hein, vraiment ce qu'il était en train d'écrire, ou en tout cas qu'il soit en empathie avec son lecteur, donc en tout cas pas avec moi, parce que moi, c'est pourtant ma spécialité, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Donc on est en face effectivement d'une réglementation montagne, voilà, qui n'est pas toujours cohérente, hein. Il peut y avoir sinon des contradictions, quelques miroitements entre les différentes réglementations. Une Commission européenne qui aujourd'hui estime qu'elle a fait le job et donc qui n'a pas du tout envie de répondre aux questions, hein, qui dit j'ai pas de doctrine, démerdez-vous en fait. Maintenant, les textes sont sur la table, donc débrouillez-vous. D'où l'importance effectivement du régulateur national. Et je dois dire, moi j'ai été très impressionnée par la capacité qu'a eu l'AMF à s'emparer de ces sujets qui sont quand même complexes. Le rapport d'Yves Perrier, l'ancien président d'Amundi, hein, sur la mise en œuvre notamment de la taxonomie qui a lancé effectivement, voilà. Et donc Anne, on aurait envie de vous demander effectivement comment aujourd'hui vous continuez à suivre ou à négocier aussi, hein, l'évolution de ces textes, et comment vous pouvez
accompagner les entreprises en amont. Je ne parle pas de l'aval, je ne parle pas de la sanction, mais de votre accompagnement pédagogique pour que cette réglementation, finalement, elle ne conduise pas les entreprises et les financeurs à baisser purement et simplement les bras. Parce que le risque de ce type de réglementation, c'est effectivement qu'il y a un effet de frein plutôt qu'un effet effectivement de dynamique dans la mise en place d'une réflexion sur ce chemin qu'est la transition énergétique. Vous l'avez bien dit tous les deux. La transition énergétique, par définition, c'est pas l'arrivée, c'est le parcours. Donc, dans le parcours, on doit financer des cimentiers, on doit financer des hauts fourneaux, on doit financer la plasturgie, etc. Donc, comment est-ce que vous accompagnez au jour le jour les entreprises dans ce chemin semé d'embûches, mais absolument nécessaire pour atteindre la destination finale? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai une position un peu particulière dans l'AMF. Je ne suis pas du tout dans les cas pratiques. Je suis économiste. Par contre, je suis économiste. Alors, c'est un petit service et on est intégré dans la direction de la régulation et des affaires internationales. Donc, j'appartiens à une direction qui travaille vraiment sur la stratégie de l'AMF. Et la finance durable est au cœur de la stratégie de l'AMF depuis quelques temps déjà. Et puis, on travaille aussi également beaucoup sur les textes, soit au moment des négociations, et après, une fois qu'ils sont passés, faire l'analyse de ces textes, les décortiquer, et puis se faire une opinion pour savoir s'il faut les changer. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous disiez parce qu'on a eu exactement la même approche à l'AMF sur la structuration, comment s'emparer des sujets de finance durable et de ESG. En fait, l'engagement de l'AMF sur ces sujets, il est assez récent. Il date à peu près 2018-2019. Avant cela, effectivement, on faisait des publications sur les questions ESG et RSE. Mais comme vous, c'était vraiment le fait de personnes, souvent ça répondait à un devoir légal, c'est des missions qui nous étaient confiées par le législateur et c'était des personnes assez peu nombreuses, je dois dire, qui étaient des personnes de conviction et qui s'y étaient surinvesties sur ce sujet avec parfois beaucoup de... je dirais, beaucoup de courage parce que c'est vrai que ça crantait pas au niveau dessus. Pendant un certain temps, ça a été un mouvement très minoritaire dans la maison. Et tout a changé à partir de 2018-2019, où là vraiment il y a eu un plan d'action interne, vraiment la prise de conscience que le sujet était central pour la finance. Ça vient en même temps que le plan d'action de la Commission européenne. Et là, il y a vraiment eu la décision de se structurer. Alors déjà, ça a été la création, mais comme chez vous, c'est une petite équipe qui est... on a donc une petite unité finance durable qui est au sein de notre direction, quelques personnes. Elles sont vraiment pas nombreuses. On a créé également une commission finance durable à l'AMF qui est... composé de membres très variés et qui sont là pour éclairer le régulateur un peu sur des sujets sur lesquels on a beaucoup encore à apprendre. Donc dedans, on va retrouver des scientifiques, des responsables des RSE au sein de sociétés de gestion, au sein d'émetteurs, scientifiques, j'ai dû déjà le dire, et même scientifiques qui viennent de domaines très divers. Donc, et cette commission est là pour nous éclairer. On leur l'ONG, tout à fait. Je me dis, il manquait un pan très important. Et c'est une commission à laquelle on soumet nous-mêmes des projets, soit de réglementation, soit de rapports internes pour avoir un peu le retour sur ce qu'on produit. Donc, très important. Et l'idée qu'on a, notre démarche, nous, ça a été de dire, comme vous, c'est un sujet qui concerne tout le monde. L'AMF, les activités sont aussi très diverses.
À la fois, on réglemente, on surveille, on sanctionne, et ce, dans des domaines très divers, hein, puisqu'on s'occupe à la fois des entreprises cotées, mais aussi de la gestion d'actifs. Et il était très important que tout ce qui concerne la finance durable, les problématiques ESG, se diffusent au sein de l'ensemble de l'institution. Donc, on reste sur une unité finance durable qui est très restreinte, avec un réseau, pareil, de correspondants dans chacune des directions et un gros plan de formation interne, vraiment une montée en compétences, mais globale, de l'ensemble des personnes de l'AMF qui font qu'aujourd'hui, il y a vraiment une très très forte proportion des effectifs qui sont mobilisés et interviennent sur les sujets de finances durables. Donc ça, c'est pour le cadre. Alors après, c'est vrai que donc la réglementation, je voudrais souligner aussi un petit cocorico quand même. Hein. C'est vrai que la réglementation en matière de finances durables, aujourd'hui, elle est toujours, comme vous l'avez bien dit, hein, elle est multiple, elle est foisonnante, elle est encore en construction. Et elle se construit au niveau européen. Mais quand même, je tenais à dire que la France, dans le domaine de la finance durable, elle a vraiment eu un rôle pionnier, hein, et dans tous les domaines, que ce soit sur le reporting que doivent faire les émetteurs en tant qu'unité de production, donc là, NFRD puis CSRD au niveau européen, et le pendant de ces réglementations, donc au niveau des sociétés financières, comme vous l'avez dit, mais sur les investissements qu'ils font, sur les financements qu'ils apportent, donc c'est la SFDR, la disclosure, le règlement disclosure au niveau européen, il a vraiment été fortement influencé par la loi française. Et ça, il faut quand même le dire. Et l'idée toujours qu'on a en France, c'est vraiment et on le voit aussi sur le devoir de vigilance, hein, c'est une stratégie qui est assumée, qui est de dire, on crampe les sujets au niveau français, et après, de la même manière qu'au niveau européen, vous le disiez, il y a aussi ce qui est extra-européen. Donc c'est vraiment une optique de construction de la réglementation qui est bottom-up, c'est-à-dire on essaye de développer des choses au niveau local, au niveau français. Ensuite, on essaye de porter ces idées au niveau européen pour influencer la norme européenne. Et avec l'idée, une fois que c'est pris au niveau européen, elle-même, la Commission européenne, le but, c'est pas d'appliquer les normes au niveau strictement européen, mais d'essayer de se débrouiller pour faire rentrer dans ce moule réglementaire le maximum d'entités possibles, et donc d'avoir quelque part une volonté d'extraterritorialité, de diffuser, je dirais, la bonne parole. Enfin, en gros, que la réglementation européenne, après, soit reprise au niveau international, parce qu'on sait bien que sur ces sujets ESG, climat, ça ne sert à rien de se faire une réglementation dans son coin, que ce soit français, européen. Et l'idée, c'est de porter les sujets et que les règles européennes soient appliquées au niveau international. Et de ce point de vue, je dirais que la réglementation européenne telle qu'on essaie de la développer, elle est très ambitieuse. Et notamment, je rappellerai le concept phare de la réglementation européenne en matière de ESG, qui est quand même le principe, et de climat, qui est quand même le principe de double matérialité, qui en fait vraiment... alors, la double matérialité, oui. Pour les non-initiés encore. Donc, en matière, et ça sous-tend tous les textes européens dont on a parlé, j'en reparlerai ensuite, mais l'approche européenne, elle conçoit le changement climatique à travers une double approche. Hein. C'est non seulement savoir comment le changement climatique nous impacte, comment le changement impacte les sociétés. Et on parle à ce moment-là plus de matérialité financière. Hein. Si vous avez une multiplication des séismes, des cyclones, il y a des chances pour que ça casse des unités de production. Et donc ça crée des pertes. Voilà. Donc c'est comment donc l'idée derrière, c'est comment les entreprises vont prendre en compte ces changements environnementaux et comment elles vont l'absorber,
peut-être elle-même s'adapter. Donc derrière, il y a tout le concept d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'approche de matérialité financière. C'est l'approche qu'on retrouve essentiellement aux États-Unis. On la retrouve aussi en Europe. Par rapport à cette matérialité financière, l'Europe, elle, va considérer aussi une autre approche, et c'est ce qui fait toute la richesse de l'approche européenne, qui est comment l'entreprise va impacter le climat. Voilà. Donc on regarde comment l'entreprise va agir sur l'environnement. Voilà. Et ça, c'est une approche vraiment intéressante, hein, qui fait toute la richesse. Voilà, on ne regarde pas simplement l'impact financier du changement climatique, l'adaptation, voilà. Mais nous, comment on peut être actif pour faire changer les choses. Voilà, ça, je voulais vraiment le rappeler parce que c'est très important, et notamment par rapport à une philosophie, je dirais, ultra-atlantique, qui est peut-être qui est beaucoup moins ambitieuse. Et on retrouve ces questions de double matérialité dans toutes les réglementations importantes. Donc les plus importantes, hein, le cœur du réacteur de la réglementation européenne, même s'il y a beaucoup d'autres règles qui se développent en matière de finances durables. Donc CSRD, taxonomie, CSRD, SFDR, ce sont 3 textes vraiment les piliers centraux. Je vous l'avais dit, hein, taxonomie définit qu'est-ce qu'une activité durable. CSRD, c'est le reporting extra-financier des entreprises, prises au sens large, en tant qu'unité de production. Et SFDR, c'est comment les institutions, donc règlement spécifique aux institutions financières, comment elles s'engagent vis-à-vis de la transition vers une économie bas carbone, quelle est leur politique d'investissement, quelles sont les entités qu'elles financent, voilà, avec cette optique de neutralité bas carbone à échéance 2050. Donc ces 3 réglementations, il y a des renvois, hein, pour définir ce qu'est une activité verte. Il faut dans le CSDR avoir des pourcentages d'alignement. Quelle est la part de mon activité alignée que je peux considérer comme durable? Je vais faire référence à la taxonomie. Et puis SFDR, donc quand j'investis dans une société, c'est très important. Moi-même, je dois faire un reporting sur le pourcentage dans ce que je finance, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui peut être considéré comme durable. Et pour ça, je vais avoir besoin des données de CSRD. Donc CSRD, c'est vraiment central. C'est le cœur du réacteur. C'est vraiment c'est la donnée de base. C'est à partir de cette donnée aussi cette donnée va être travaillée et regardée par les citoyens, par les ONG. Donc c'est challenge pour un peu savoir quelles sont les stratégies des entreprises, quelles sont les données qu'elles publient, et puis aussi par les agences de notation extra-financière aussi, hein, les fournisseurs de données ESG qui vont utiliser ces données. Et c'est très important, CSRD, c'est très important parce que jusque-là, on n'avait pas de données normalisées, standardisées, avec des règles communes, d'interprétation commune, des données qui soient auditées. Donc on espère que CSRD, ça va vraiment amener des données plus fiables et donc derrière une utilisation plus fiable de ces données. Voilà, c'est un enjeu. Donc nous, peut-être, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je parle, vous embêtez là. Alors très rapidement, merci beaucoup, sur l'accompagnement, sur comment on aide. Il faut savoir, pour nous aussi, c'est un enjeu hein, d'interpréter les textes, c'est pas toujours facile. On est très compatissant, on reconnaît que l'application, les textes se multiplient dans des délais très très restreints. Je pense à CSRD, hein, là. Ça entre en vigueur vraiment l'année prochaine dans le dur pour les plus grandes entreprises et on n'a pas encore toutes les normes. Voilà, on n'est pas sûr encore, ça n'a pas été publié pour avoir des précisions sur les normes appliquées. Donc, il y a de très gros enjeux. L'AMF, pour l'instant, comme vous l'avez dit, elle est vraiment sur une logique d'accompagnement.
c'est-à-dire aider les acteurs à comprendre les textes. On fait pas mal d'ateliers récurrents pour discuter avec eux de l'interprétation des textes qu'on a, de donner des guides. On publie des guides aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Une fois que les textes sont mis en vigueur, on essaie de faire des bilans sur comment ils sont appliqués. Donc, par exemple, on a fait récemment un rapport sur l'éligibilité à taxonomie, se prépare un rapport sur l'alignement à taxonomie. Donc, l'idée, c'est vraiment de souligner les bonnes pratiques à avoir. On essaye, c'est pas du tout du name and shame. Le but, c'est vraiment de tirer vers le haut, de partir des bonnes pratiques qu'on voit dans les publications, de souligner, de dire ça va dans le bon sens et éventuellement aussi de faire des recommandations sur les possibles voies d'amélioration. Donc ça, c'est pour plus l'aspect CSRD, on est vraiment en taxonomie, on est vraiment sur cette logique. SFDR également. Donc là, l'idée, c'est aussi d'accompagner beaucoup les acteurs financiers. Et puis, je dirais, quand on peut aussi, je travaille dans une unité qui parle de réglementation. Et l'idée, c'est aussi d'influencer la règle quand on voit que ça ne se passe pas bien. Et notamment sur SFDR, il y a quand même des gros soucis. Déjà, à la base, qu'est-ce qu'un investissement durable? La définition est tellement vague. Vous disiez, on essaie d'éviter des divergences d'interprétation, mais ce qu'on voit, c'est que selon l'institution financière, cette définition, elle n'est pas interprétée de la même manière. Donc, du coup, l'application des textes, elle se fait de manière complètement hétérogène. Alors, et ça, on le voit au niveau français. Alors, au niveau européen, je ne vous en parle même pas. Donc, ce qui est important pour les autorités de régulation, c'est vraiment d'avoir une convergence de l'application. Si on a en Europe des applications qui sont faites de manière très hétérogène, personne ne s'y retrouve, ça crée de la confusion, donc possiblement du greenwashing, donc ça c'est pas du tout satisfaisant. Ça peut créer une compétition aussi au moins 10 ans, voilà, au moins 10 ans, et ça c'est vraiment pas l'objectif. Donc vraiment c'est une problématique importante. Et donc sur SFDR, par exemple, très récemment, donc en février dernier, l'AMF a fait des propositions. Donc elle s'est clairement positionnée sur une révision. Alors je suis pas pour l'inflation réglementaire, mais quand la réglementation est mal faite, faut peut-être la changer. Donc nous on prône vraiment une révision de ce règlement, justement sur l'aspect définition. Qu'est-ce qu'un investissement durable? Donc essayer, parce qu'il y a plusieurs réglementations, on ne va pas retrouver la même définition. C'est défini de manière trop floue pour qu'on s'y retrouve, et à partir de là, vous ouvrez la porte au greenwashing. Et puis aussi, ce que j'ai pas dit, mais tout le corpus réglementaire actuellement qu'on a, c'est vraiment un corpus qui est plus lié à la transparence. C'est vraiment l'idée, c'est pas forcément d'avoir des labels. SFDR, vous parliez des articles 6, 8, 9, et vous l'avez dit, c'est pas un label, c'est vrai. C'est vraiment l'idée que les acteurs communiquent. Et après, on se fait notre opinion sur ce qu'ils communiquent, mais c'est pas du tout une réglementation contraignante. Par exemple, SFDR, on va pas dire à une société de gestion, vous devez investir comme ci, comme ça. Non. Nous, ce qu'on prône, c'est quand même d'introduire des critères minimaux. Parce qu'on se rend compte, là, je viens de publier un article avec un collègue, je finis très vite, mais qui justement revient sur Pierre-Emmanuel Darpex, qui revient un peu sur l'application des SFDR et ce dont on s'est rendu compte. On a regardé un peu le portefeuille des sociétés de gestion en fonction des classifications des produits. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est de dire, pour les articles 9, qui sont vraiment extrêmement disants, ça va à peu près, on voit des différences par rapport aux autres catégories. Mais en fait, globalement, on voit très peu de différence entre des fonds article 8. Donc, article 8, c'est je m'intéresse à l'ESG, mais ce n'est pas mon objectif principal. Et article 6, c'est bon, je n'ai pas vraiment d'objectif ni de préoccupation en matière d'ESG. Et nous, ce qu'on constatait dans cette étude, c'est de dire, entre un fonds qui dit ça m'intéresse, ça me préoccupe, bon, c'est pas un objectif, mais j'en tiens compte, et un fonds qui n'en a rien à faire, on voit pas du tout de différence. Et ça, c'est problématique. De la même manière que pour un fonds qui se dit vraiment qu'il y a un objectif d'investissement durable, je pense qu'il nous paraît vraiment important qu'on définisse des critères
minimaux et donc d'orienter plus la gestion quand même, et notamment en se fondant sur la taxonomie, donc qui est un peu le cœur du réacteur au niveau européen, mais aussi d'insister, et là je vous rejoins tout à fait ce que vous disiez aussi, sur l'aspect transition. Il faut introduire aussi des critères pour que les institutions financières puissent investir dans des entreprises qui ont des plans de transition crédibles. Bon, après, on peut se dire qu'est-ce qu'un plan de transition crédible. Je m'arrêterai là. Mais le problème de la transition, c'est vraiment un problème majeur sur lequel on va se pencher vraiment très très sérieusement. Et en tout cas, dans notre prise de position sur la révision des CSDR, vraiment, on a vraiment insisté sur ce sujet. Pour permettre de financer la transition, c'est vraiment essentiel. Je m'arrête. Merci à nos trois intervenants. Donc je pense que vous avez beaucoup de questions à poser sur un sujet qui est effectivement extrêmement intéressant et qui incite à se poser beaucoup de questions. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a une modalité de régulation qui est l'accompagnement. On a une réglementation qui n'est pas punitive, pour reprendre un terme d'écologie punitive, pour le moment, et qui est plutôt incitative. Et puis, on a une posture française aussi au sein de l'Europe qui est nouvelle, consiste un peu à l'anglo-saxonne, à dire on imposera nos vues en essayant d'imposer notre droit, ce qui est quand même aussi un renversement de perspective intéressant par rapport au cheval de Troie américain, qui consiste au contraire à aller appliquer son droit au monde entier. Donc je trouve qu'on est dans une période très intéressante et je pense que après ces trois interventions, vous avez sans doute beaucoup de questions à poser. Merci, je vais vous rendre le micro tout de suite après. Claude Varnet, je pose la question à titre tout fait personnel. Je suis un ancien fonctionnaire, notamment à la direction du Trésor, ancien commissaire du gouvernement. On m'a proposé la Banque Postale, mais pas dans un calendrier, c'est un de mes collègues qui l'a prise. Mais je me suis occupé de l'Agence française de développement, qui finance quand même pas mal de cimenteries en dehors d'Europe, entre autres, c'est son métier. Et alors, la question que je voulais vous poser, une question un petit peu cash finalement entre nous. Là, on a affaire à des responsables qui coordonnent toute cette mise en œuvre du financement durable dans leur groupe. Vous avez insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait matière à de nombreux développements pour que les personnels intègrent complètement toutes ces données. Alors, est-ce que c'est à double sens? Est-ce que vous êtes organisé pour que ça remonte également, qu'il y ait un aspect également vers le haut, pour que, puisque vous êtes en relation avec votre directeur général, vous puissiez parler aux responsables politiques, aux gouvernementaux? Parce qu'il faut bien voir, on a parlé de cette inflation normative un peu techno, il faut le dire, vous le ressentez tous les jours dans votre travail. Est-ce que vous êtes organisé et comment l'êtes-vous pour faire remonter, donc, c'est là que ma question est cash, au gouvernement, votre vision sur le fait de, bon, jusque-là, c'est raisonnable, et puis là, ça devient totalement fou. Je sais, moi j'ai négocié des directives à Bruxelles, de l'assurance, longtemps, bien avant que la RSE soit un sujet. Et le fonctionnaire qui prend son train pour Bruxelles, il a un ensemble d'instructions. Il faut que ces instructions soient claires et complètes. Naturellement, après, il a longuement parlé avec le secteur professionnel. On va faire autrement, évidemment. C'est les professionnels qui vont appliquer les règles. Mais alors, est-ce que le système fonctionne bien dans les deux sens et comment êtes-vous organisé pour essayer de faire remonter tous ces sujets pratiques et que tout ceci soit gérable in fine? Merci. En fait, oui, on essaye. Enfin, c'est vraiment, on essaie de faire remonter ça. On a plusieurs. On essaie de rentrer par la porte, par la fenêtre, par le soupirail, par où on peut faire remonter ces sujets. Donc, bien sûr, il y a chez nous une équipe qu'on appelle les affaires publiques, donc qui sont vraiment en contact avec des cabinets, les régulateurs, etc.
on a pas mal d'échanges. Et effectivement, notre président du directoire, et qui est d'ailleurs aussi président de la commission climat de la FBF, et ben, en fait, est amené aussi à rencontrer les politiques. Mais bon, voilà, après, il y a aussi, là, on est entre nous, je pense qu'il y a aussi un jeu politique. Et nous, on est souvent super frustrés, nous, les financiers, parce qu'en fait, on nous fait passer pour les méchants financeurs de l'économie pas bonne, mais tant que... Enfin, vous voyez, là, franchement, c'était assez comment dire, c'était assez évident, là, avec la guerre en Ukraine, où on nous dit arrêtez de financer le gaz et le pétrole, et à côté de ça, on rouvre les terminaux de gaz de schiste, parce qu'il faut bien approvisionner les chaudières françaises en gaz. EDF repasse, parce que les centrales nucléaires elles sont en fonctionnement et augmente sa production d'électricité à partir du charbon. Donc c'est sympa, on nous dit arrêtez, on va arrêter de financer EDF. Enfin, bon, voilà, donc il y a un jeu qui est quand même pas très très sympa parfois de la part du politique à l'égard de ce qu'on veut faire passer des méchants financiers. Absolument, et puis le régulateur joue son rôle. Paris Europlace aussi, la place parisienne financière aussi joue son rôle. Si vous voulez compléter, Anne, là-dessus, vous voulez compléter ? Alors oui, en fait, on est vraiment en lien assez, je dirais, constant avec soit les émetteurs ou leurs organisations professionnelles qui nous font remonter. Voilà, on est assez dispo. Voilà, nous-mêmes, quand on constate des choses qui ne fonctionnent pas très bien, ou voilà, il y a aussi des liens très étroits de discussion avec le Trésor qui négocie les textes de niveau 1. Même si voilà, on est indépendant, hein, c'est pas la question, mais il y a vraiment sur les textes de niveau 1, on va plutôt jouer un rôle d'expert, on va avoir un rôle d'expert, un soutien aux négociateurs, et après nous on va être plus impliqués sur ce qu'on appelle le niveau 2, donc sur les normes d'application, mais non, je crois qu'on essaye d'être assez ouvert aux remontées de l'industrie, comme on dit, et puis quand ces remontées nous semblent effectivement fondées, on va porter un message, de même nous, notre propre expertise, sachant que, comme vous disiez, votre frustration, c'est pas parce qu'on porte un message qu'au final on est suivi. Là, c'est tout le jeu des négociations, et qui des fois nous, outre le fait, ça se fait vraiment sur le consensus, hein, les règles au niveau européen. Donc voilà, faut, outre essayer de contenter un peu toutes les géographies. Et après, il y a l'aspect sectoriel. Hein, la finance n'est pas le seul domaine où il y a de la règle. Hein, donc voilà, on ne gagne pas forcément tous les. Voilà. Pour compléter peut-être, tout comme Valérie, puisqu'on a le secteur bancaire est donc organisé par une fédération bancaire française avec la commission climat. Notre direction affaires publiques nous organise des échanges avec les superviseurs, la DG Trésor effectivement, parfois avec des parlementaires aussi en direct. On a eu des échanges avec Pascal Canfin par exemple, qui préside la commission environnement, etc., etc. Et nous, on a la particularité d'avoir comme actionnaire l'État et la Caisse par la Poste. Donc donc on a le biais, le canal Fédération bancaire française, et on a le canal Caisse des dépôts, État, qui sont nos actionnaires en fait, à qui on doit rendre compte de notre action. D'autres questions ? C'est la question piège qui veut répondre. Peut-être. Ouais, nous c'est plutôt, ma connaissance du sujet, c'est plus par le devoir de vigilance. Ça va être un cadre d'application on se sert de cette ISO 26000 lorsque nous on veut contribuer au plan de vigilance de la Poste, et donc ça va être le cadre qui va nous permettre d'analyser en fait l'action de nos sous-traitants par exemple, de nos filiales. Voilà, c'est Et les 36 heures d'action? Je ne peux pas vous répondre. D'autres questions ?
Les clients, ils partent pas, c'est nous qui ne les finançons plus, en fait. C'est nous qui... et c'est dur. Hein. Non, ouais. Non, mais les clients, oui, enfin, sauf que c'est encore plus dur quand vous dites à votre client, vous n'allez plus le financer. Vous voyez, et c'est pas le métier premier du banquier de dire à son client, on ne va pas le financer. Donc, vous voyez, il y a quand même un changement de culture important de nos commerciaux, de nos fronts. À tel point d'ailleurs qu'on a qu'on a mis en place, vous savez, avant les équipes commerciales, je parle de la CIB, hein, pas du tout, elles étaient incentivées sur leur PNB, c'est normal, et puis sur la gestion des ressources rares, comme les risques, en fait, sur les AWA, les risques de volatilité asset. Et maintenant, elles sont aussi incentivées sur leur respect. On a des budgets, nous, température en interne, d'accord. Donc en fait, chaque on est organisé par secteur. Chaque secteur a son budget température avec une diminution de la température, c'est nos indicateurs internes à atteindre à l'horizon 2024, 2030, etc. Et maintenant, on a des business reviews, donc ça existait avant, on regarde les performances financières, le suivi des risques des business, et maintenant, on a aussi le suivi de la température de ce business-là. Et maintenant, on a dû incentiver aussi des gens sur ça, parce qu'il y a un manque à gagner. Hein, il y a un manque à gagner. En plus, aujourd'hui, comme tout le monde veut financer, tout le monde, en tout cas les Européens, ils essayent de financer, comme ils veulent verdir leur bilan, décarboner leur bilan, ils veulent financer des activités vertes, plus financer des marrons, et bien, conséquence, les activités vertes sont beaucoup moins margées que les marrons. Les marrons, là, si vous voulez faire de l'argent, en ce moment, financer le gaz, c'est super. Le charbon, ça, on fait plus du tout. Mais donc en fait, c'est vraiment un manque à gagner important pour les banques. Et en plus, ils sont d'autant plus énervés, nos commerciaux, qu'ils savent très bien que les entreprises, elles vont trouver ce financement ailleurs. Donc chez les Chinois, chez les Américains, etc. Donc c'est super énervant. Maintenant, nous, on considère que, je pense que les banques françaises sont dans cet état d'esprit, de toute façon, on n'a pas le choix parce que nous, nos parties prenantes, nos clients, particuliers, etc., ils ne nous pardonneront pas si on ne fait pas cet effort-là. Donc, c'est quand même existentiel de faire ça. Mais c'est une transition qui n'est pas du tout évidente. Mais en plus, nos clients particuliers, ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants à notre égard pour qu'on ne finance plus l'économie carbonée. Mais eux, ils ne sont pas prêts à faire cet effort. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, on a déployé le fameux questionnaire Mifeu où on demande à nos clients qui investissent mon d'épargne, est-ce que vous êtes sensible au sujet ESG ou pas? Et puis si oui, dans quelle mesure est-ce que vous voulez qu'une partie de votre portefeuille soit investie dans cette finance durable? Eh bien, alors qu'il y avait des sondages qui disaient que 75% des clients étaient sensibles, en fait, quand on leur dit, bon, maintenant, vous investissez là-dessus, là, il n'y en a plus que 15% qui sont intéressés. Hein, c'est bizarre quand même, non? C'est comme la viande dans les supermarchés. Tout le monde est contre pour le bien-être animal, mais il y a plus de gens qui achètent la viande la moche. Ouais, c'est ça. Peut-être compléter, juste, c'est vrai que la Banque Postale est beaucoup moins à l'international, mais en tout cas, le positionnement de la Banque Postale fait que effectivement, la finance durable, c'est d'abord des renoncements, et c'est pas évident pour une banque, je suis tout à fait d'accord. Lorsque nous, on a souhaité sortir du pétrole et du gaz d'ici à 2030, on a évalué à plus d'1 milliard par an, le coût de cette. Donc il faut trouver des opportunités, mais le positionnement de la banque postale sur le sujet nous permet aussi d'avoir des gains en opportunités. On va structurer des green bonds pour des tiers, pour les particuliers, on est forcé d'innover dans notre offre pour les particuliers. Les entreprises, beaucoup d'entreprises, même des grandes entreprises, nous demandent de les accompagner dans la mise en œuvre réglementaire, CSRD par exemple. Cette réglementation qui fait peur aux acteurs économiques. Donc, comme nous, effectivement, on est plus équipés que les entreprises, les acteurs économiques nous demandent de les accompagner. Donc ça, pour nous, c'est aussi vecteur de business. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est trop tôt peut-être pour mesurer exactement combien ça nous rapporte de nous positionner sur la finance durable. Mais c'est vrai que c'est fait d'abord de renoncement, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. De renoncement et d'opportunités, c'est sûr, parce qu'il y a cette transition à financer, mais
il y a d'abord le renoncement et l'opportunité est un peu plus longue à venir. Mais bon, on y travaille en tout cas. Une dernière question peut-être C'est le dernier. Deux dernières questions. Très rapidement, en matière d'extraterritorialité, je visais plutôt la volonté de l'Union d'essayer de capter le maximum d'entreprises possibles, qu'elles soient européennes ou non européennes, notamment par le biais de filiales. Et par ce biais-là, d'essayer d'infuser, justement, de faire en sorte que la réglementation, finalement, se diffuse comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé au moment quand on a introduit un règlement sur les agences de notation, qui étaient toutes situées hors Europe, et on a réussi à les réglementer au niveau européen, qu'elles appliquent les règles par le biais des filiales qui étaient implantées, et à faire en sorte que la réglementation américaine s'adapte. Et finalement, pour éviter les doubles reporting, les doubles réglementations, finalement, il y a eu une espèce de mise à niveau de l'ensemble de beaucoup de réglementations dans le monde à partir de la réglementation européenne. C'est un exemple. Mais c'est vraiment l'idée que la réglementation européenne finisse par se diffuser partout dans le monde. Alors, en termes de priorité, alors vous avez raison, ça demande beaucoup de ressources qu'on n'a pas forcément. Moi, je pense qu'on est face, en tout cas pour les établissements financiers, à une transformation majeure de l'entreprise. C'est pas un truc à côté, c'est vraiment une transformation majeure de l'entreprise, comme une révolution comme a pu l'être, par exemple, le digital. Donc, on doit adresser en termes de ressources. Donc, on s'est fixé des priorités, effectivement, parce qu'on ne peut pas tout adresser, mais elles sont déjà nombreuses. Nos priorités, nous, c'est l'alignement de nos portefeuilles sur une trajectoire net zéro. 2, l'implémentation des réglementations de finances durables, on n'a pas le choix. 3, l'intégration des risques, des critères ESG dans la gestion des risques. 4, l'amélioration en qualité, en transparence, en auditabilité de notre communication extra-financière. Et 5, je l'ai oublié. Elle me revient tout de suite. Et pour compléter, tout simplement, c'est à peu près les mêmes priorités que Valérie Dornbuhr, mais peut-être dire que ce qu'on essaye de faire, c'est que nos priorités soient calées sur des cadres de référence qui soient, par exemple, sur la trajectoire de décarbonation. On a fait valider notre trajectoire de décarbonation par SBTi, par un organisme indépendant qui est des méthodologies scientifiques. L'objectif étant d'éviter absolument le greenwashing, qui est l'ennemi de la finance durable, qui décrédibilise toute notre action et que l'on combat. Donc, donc ces cadres de référence, SBTi, l'entreprise à mission dont j'ai parlé, qui priorise par ces indicateurs, les indicateurs que l'on a choisis pour vérifier si les objectifs sont bien réalisés, etc., etc. Donc, c'est pour compléter les priorités qui sont presque les mêmes, puisque c'est les enjeux du secteur bancaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On pourrait, je crois, discuter longuement, Eric, tu en es d'accord, bien sûr, de ces sujets, mais on reviendra peut-être en troisième semaine, si je puis dire. On a déjà fait deux petits déjeuners sur ces sujets. Je pense que ça vaudra le coup, dans le futur, de refaire un point une fois que le CRD aura été mis en œuvre et sera sur les rails pour avoir un peu un retour d'expérience de votre côté. En tout cas, je vous remercie tous pour vos interventions, qui est vraiment très intéressant. Je laisse le dernier mot à Éric Brousseau. Merci beaucoup Christine pour cette table ronde. Merci aux intervenants. Effectivement, c'est un sujet qui ne sera pas épuisé en 2 petits déjeuners ni en 3. On avait aussi organisé une conférence à l'automne dernier sur la décarbonation des infrastructures de transport et des infrastructures en général. Donc, un sujet de fond, évidemment, pour faire gouvernance et régulation. On traite aussi beaucoup des sujets de transformation numérique. Là aussi, il y a des enjeux très importants de régulation et de création de nouveaux dispositifs au niveau européen, avec une inflation là aussi
de régulation, alors d'inflation, en tous les cas une activité très soutenue autour de la régulation du numérique, et tout ça me permet d'annoncer le prochain événement de la chaire qui aura lieu le 19 septembre, où on parlera en fait de la gouvernance et de la régulation du partage des données, puisque les règlements européens en la matière, le DGA et le Digital Governance Act et le Digital Act sont le Data Act, pardon, sont en finalisation, voire en phase d'implémentation. Et donc, nous allons nous retrouver le 19 septembre, et entre-temps, il y aura effectivement un certain nombre de choses en ligne du côté des activités de la chaire. Et merci beaucoup de votre présence ce matin, et merci aux auditeurs en ligne aussi de suivre nos événements. Et il y aura, comme d'habitude, un suivi à la fois vidéo, un replay de la conférence et une synthèse écrite. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.